pourquoi automatiquement rester en Afrique? Pourquoi il faut automatiquement des bases militaires en Afrique? C'est vrai que c'est une question qui est posée. On ne comprend pas pourquoi cette insistance ou persistance de la présence militaire française en Afrique. De toutes les façons, votre conclusion. Monsieur Basson a posé une question, monsieur. Oui, mais il va répondre dans sa conclusion. Je n'ai pas envie de faire... D'accord. Bah, écoutez, je pense que monsieur Peter a la réponse à sa question. Puisque dans son argumentaire, il avait les éléments de réponse. Elle a dit sur le plateau, je l'ai dit également. Ça dit qu'il y a des enjeux géoéconomiques. C'est ce qui doivent justifier la présence des bases militaires. Oui. Parce qu'officiellement, lorsque ces mercenaires viennent sur notre territoire, le prétexte, c'est assurer la sécurité de notre territoire dans le cadre, n'est-ce pas, des accords de coopération militaire ou de défense. Et bien évidemment, ils sont là également, officiellement, pour assurer la protection de leurs ressortissants, de leurs intérêts. Bon, alors, je ne sais pas quel intérêt un État étranger peut avoir dans mon pays, le Cameroun. Oui. Parce que, moi, ça me pose quand même un problème. Tout à l'heure, j'ai ouvert une courte parenthèse. À titre comparatif, quelle est la superficie de l'empire diplomatique du Cameroun à Paris? C'est à peine, je crois que c'est à peine 500 mètres carrés. Hein. Mais, dans mon pays, le Cameroun, l'ambassade de France est bâtie sur au minimum 2 hectares. Ce qui me pose un problème. Le consulat de France à Douala, c'est bâti sur au minimum, je dis bien minimum, 4000 mètres carrés. Or, à Paris, c'est à peine 500 mètres carrés qu'occupe notre emprise diplomatique. Et c'est partout comme ça, n'est-ce pas, dans les pays africains, notamment où on utilise le franc CFA, c'est-à-dire qu'en réalité, les gars, ils vous occupent tous les territoires. Je crois que c'est au Niger ou bien au Burkina Faso où vous avez carrément une emprise diplomatique française qui occupe pratiquement plus de 10 hectares. Oui. Pour faire quoi? Donc, c'est le truc qu'il va falloir revoir. Absolument, c'est-à-dire qu'il va falloir récupérer ces territoires parce qu'en fait, une emprise diplomatique, ce n'est pas un village, c'est un espace. Tout à fait. Alors, on ne comprend donc pas pourquoi est-ce qu'une emprise diplomatique française peut occuper autant d'espace. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que les bases militaires françaises, non seulement peuvent servir de protection de leurs intérêts, c'est-à-dire de leur multinationale, quand c'est nécessaire, qui sont basés sur notre territoire et qui ne paient pas très souvent les impôts. Mais surtout, ce sont des forces de dissuasion et éventuellement des forces de projection au cas où. On a vu cela au Mali, on a vu ça en Côte d'Ivoire, on a vu ça en Libye. Et il faut également sensibiliser les Djiboutiens qui ont accepté d'héberger toutes les bases militaires de la planète Terre sur leur sol. C'est très dangereux. C'est absolument très dangereux. C'est un petit pays qui a moins de 2 millions d'habitants, mais qui accepte quand même de recueillir sur son territoire autant de bases militaires étrangères. C'est dangereux. Il faut justement que nous puissions avoir une autre élite, une véritable élite politique, souverainiste, n'est-ce pas, mue par, n'est-ce pas, un esprit d'indépendance, de liberté, pour demander justement à ce qu'il n'y ait pas de bases militaires étrangères sur nos sols. Je pense que dans le contexte, par exemple, du Niger, la nouvelle charte dit quoi? Que désormais, avant d'accepter la présence d'une base militaire étrangère sur votre sol, on pose un référendum. C'est le peuple qui doit déterminer, qui doit dire oui ou non, nous acceptons la présence d'une base militaire étrangère sur notre sol. Ça devrait fonctionner comme ça. Et nous savons que dans le contexte, dans la dynamique qui est la nôtre actuellement, aucun peuple africain consulté ne pourra jamais, au grand jamais, accepter la présence d'une base militaire étrangère sur son sol. Il est important que nous puissions justement, à contrario, avoir des armées capables d'assurer la sécurité de nos territoires et de notre peuple, et non de voir le scénario que nous avons observé et que nous continuons d'observer du côté de la République démocratique du Congo, où vous avez une armée qui va en débandade et qui est battue sur tout le front par les mercenaires. Et ça, c'est affligeant, c'est décevant, mais surtout c'est préoccupant.
Être un peu latino. Merci infiniment, monsieur Aïssi. Docteur Yamtiba, on sort avec vous. Ben, écoutez, madame, il y a des jours comme ça où vous avez la confirmation que ce que vous faites a du sens, que ce que vous faites est important et que ce que vous faites bouscule les forces du mal, bouscule les forces obscures, les forces ténébreuses qui détruisent le monde et qui rendent la vie difficile et désagréable au peuple qui ne demande qu'à vivre aisément, qu'à apporter au monde toute la lumière et toutes les capacités, tous les dons techniques, scientifiques et de construction de la paix dont ils sont porteurs. Nous sommes contents de voir l'évolution de l'AES. C'était très agréable de participer à tous les débats qui ont eu lieu, de les porter et de voir qu'il y a des résultats, même si cela déplaît à beaucoup de gens. Mais je crois que nous avons 80 millions de nos compatriotes africains qui sont heureux et qui ont désormais de l'espoir. Et nous sommes bien contents de voir qu'il y a 1,5 milliard d'Africains au moins qui a de l'espoir. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais ces gens qui ont de l'espoir, ce sont des personnes qui nous sont chères. Et notre famille est ce qui nous est le plus cher. Nous ne la laisserons pas tomber parce que il y a 2 ou 3 personnes qui tentent de nous corrompre, qui, parce qu'elles ne le veulent pas, nous menacent. Nous ne laisserons rien, nous ne lâcherons rien, nous ne laisserons rien tomber. Et je voudrais dire aujourd'hui que il apparaît donc évident que l'Afrique doit s'unir davantage. Parce que face à tous ces dangers multiples, face à toutes ces menaces, ces attaques, ces rejets de notre combat, de notre si vous voulez, de notre proposition d'une vie alternative, d'une vie dans laquelle nous ne sommes pas là pour aller piller les autres, pour aller dominer les autres, mais nous disons que notre espace doit être libre et que ceux qui veulent obtenir un peu de notre richesse, eh bien, qu'ils viennent nous le demander de façon courtoise, respectueuse. Eh bien, nous allons aller de l'avant. Et on comprend que la question de notre ami tout à l'heure, Basson, je crois. Oui, monsieur Basson. De notre ami sur le renseignement africain, ça pose problème. Ça a été, lorsqu'on a créé le siège de coordination du rassemblement africain, du renseignement africain, que la Guinée équatoriale a financé entièrement. Tout à fait. Il faut les remercier pour ça. Eh bien, c'est parce qu'à cette époque, effectivement, il y avait de grands débats. Et ça portait essentiellement sur le Sahel. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Sahel soit attaqué et qu'il n'y ait pas de capacité de renseignement dont puissent disposer les Africains eux-mêmes pour que leurs armées anticipent sur tel ou tel mouvement. Et c'était la période au cours de laquelle, au Cameroun, par exemple, on a perdu 200 personnes à Maroua. C'était toute cette période-là. Et aujourd'hui, je crois que c'est des questions qui se posent encore avec plus d'acuité quand on regarde Vulgo, quand on regarde ce qui se passe à l'est de la RDC, quand on regarde ce qui se passe à Mayotte, quand on regarde le fait que les Français ont à Rufisque une station d'écoute et à partir de laquelle, aujourd'hui, peut-être, qui sait, mais il faudrait qu'ils nous démontrent le contraire, parce que c'est eux qui sont dans cette affaire-là, qu'ils n'écoutent pas les Africains à partir de là. Donc, on a tout ça et malheureusement, la Guinée équatoriale a offert une facilité immobilière, a offert un certain nombre de ressources pour démarrer le fonctionnement de cette force, mais on n'a pas eu une sorte d'équivalent d'Interpol africain, on n'a pas eu une sorte d'organisation qui va non seulement constituer une force de renseignement en Afrique, qui aurait dû être constituée des apports des différents pays et qui aurait dû être équipée, et il se profilait derrière tout ça une préoccupation industrielle. Est-ce que si nous avons des matériels qui viennent tout le temps de l'extérieur, est-ce que nous avons vraiment le contrôle de notre renseignement? Dans un continent où il n'y a pas de satellites, où quelques pays ont des satellites, mais il nous faudrait davantage de satellites de renseignement militaire, il nous faut
également des hommes, parce que le renseignement n'est pas qu'électronique. Il nous faut contrôler Internet. Est-ce que nous contrôlons Internet? Nous sommes capables de filtrer Internet. Je crois que dans beaucoup de pays, ce qu'on a observé, c'est qu'on coupait l'accès à Internet. On a du mal à filtrer Internet. Et il nous faut aujourd'hui nous assurer que les signaux de nos chaînes de télévision et de radio puissent être transportés en toute indépendance, sans que nous soyons à la merci de certains qui peuvent dire aujourd'hui votre chaîne de télévision est relayée ou ne sera pas relayée, ou alors que cela nous coûte les yeux de la tête. Est-ce que nous avons aujourd'hui la possibilité de contrôler, de surveiller notre continent et de collecter du renseignement qui soit suffisamment pertinent pour que le commandement opératif et stratégique ou de tout autre ordre sur le plan militaire soit assuré. C'est tout ça qui est important et croyez-moi, les menaces qui peuvent nous arriver sont une interpellation à mieux organiser l'Afrique. On menace les gens tous les jours, il ne faut pas imaginer que c'est... Et nous, je crois que c'est à peine si certains n'y vont pas d'une façon tellement forte que vous vous demandiez qu'est-ce que vous avez fait à leur vie, personnellement. Mais nous devons comprendre, et je sors par là, je conclue par là, que l'Afrique doit s'unir. Construire de la puissance, qui soit à la fois la puissance économique, industrielle et de la puissance militaire, pour que nous puissions nous en sortir. L'idée de lancer un programme de 10 000 dirigeants panafricanistes vient de là. Si nous avons 10 000 dirigeants panafricanistes, nous construisons l'Afrique. Si nous avons des gens qui vont à gauche et à droite, chacun individuellement, nous ne construirons jamais l'Afrique. C'est pour ça que l'AES est importante pour nous. C'est un laboratoire extrêmement utile et c'est une expérimentation extrêmement utile qui nous permettra de voir ce qu'il faut faire. Lorsque vous avez des ministres qui se concertent, des chefs d'État qui se concertent, on a un point de vue unique qu'on va présenter à un partenaire de taille mondiale. C'est quelque chose qui est très encourageant et qui dit aux autres peuples ce qu'il faut faire. La CEAC aurait un tel point de vue qu'on n'aurait pas la guerre en RDC, qu'on n'aurait pas les problèmes qu'on a au Cameroun, qu'on n'aurait pas les problèmes qu'il y a au Tchad, qu'on n'aurait pas les frictions entre le Tchad et le Soudan, qu'on n'aurait pas tous ces problèmes inutiles qu'on a avec le Gabon qui on ne sait pas très bien où il va. On n'aurait pas tous ces problèmes, la RCA serait plus en sécurité, le Rwanda ne serait pas stigmatisé. Donc aujourd'hui, je crois que nous avons eu une émission extrêmement intéressante qui nous a surtout conforté dans l'idée que nous sommes dans le vrai. Moi, c'est ce que je retiens de ce jour. Et le fait de nous conforter dans l'idée que nous sommes le vrai nous permet de vous interpeller, vous tous les Africains. Peuple africain, unissez-vous. Lorsque Triple A dit que l'Occident prépare une troisième guerre mondiale et que l'Afrique est l'un des théâtres les plus importants, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. M. Kofi a raison de dire où sera l'épicentre de ce conflit, mais l'Afrique est d'une certaine manière aussi visée par ce conflit qu'il prépare. Et le propos de Lecointre est suffisant pour le faire. Et les pérégrinations françaises sur où est-ce qu'on va installer une base militaire bientôt indiquent effectivement qu'ils sont prêts à ce qu'il y ait des forces qui vont être déployées en Afrique dans le cadre de ce conflit-là. Même si on sait que le cœur du conflit, ça se tiendra certainement en Europe du fait des divergences actuelles, des conflits actuels entre l'Europe, l'OTAN et la Russie. Mais l'Afrique doit être vigilante. Elles doivent être vigilantes parce qu'on peut détourner le conflit avec la Russie sur l'Afrique en se disant si on le ramène en Afrique, la Russie est trop loin et en réalité l'Europe pourra reconstituer tout simplement son espace colonial pour lui permettre de se relancer sur le plan économique parce que ce qui est fondamental, c'est toujours l'économie. Le reste, c'est des supports pour l'économie parce que le fondement de la société est économique. Et nous sommes contents de voir que nous défendons bien l'économie de l'Afrique parce que ça fait sortir les lièvres de leur terrier.